Alors, mon thème aujourd'hui, c'est d'aborder quelques figures du traumatisme. Traumatisme représentable, on sait ce que c'est. Traumatisme irreprésentable, traumatisme énigmatique, voire traumatisme sublimé, pour finir avec le traumatisme sublimé. C'est-à-dire quelques figures et quelques destins du traumatisme. Le film nous a beaucoup aidé, va rester quand même un peu ce fil rouge comme prétexte, et à savoir d'abord, comme ça a été dit, qu'il y a un effet projectif, cathartique, rédempteur parfois, de l'utilisation des effets traumatiques et des images chocs. Les chaînes de télévision d'ailleurs ont vu rapidement le potentiel du trauma, et c'est devenu un des ingrédients des séries télé, des émissions de télé-réalité. La définition générale du traumatisme, c'est comme la fièvre, il y a plusieurs degrés. Ça peut aller vers ce qui opère une forme de division subjective jusqu'à des petits chocs qui ont leur valeur. On distingue généralement trois termes quand on parle du traumatisme. Le traumatisme, le traumatique et le trauma. Alors le trauma, c'est le choc. Le trauma, c'est le choc. C'est la force du choc. Il vient souvent désigner de manière avec une connotation négative, alors que ça peut avoir une connotation positive. Il vient souvent désigner cette action négative. Et comme le suggère Sigmund Freud, il peut provoquer des atteintes précoces du moi sous forme de blessures d'ordre narcissique, je le cite. Le traumatisme, lui, serait plus la représentation du choc. Et il faut savoir qu'on souffre généralement plus du traumatisme que du trauma. Et le traumatisme vient désigner la conception générique du trauma. Il apparaît généralement comme les effets représentables. Présentation, le choc, représentation, c'est-à-dire que dans notre travail, dans notre pratique psychothérapique, on utilise la capacité symboligène du sujet à être sujet dans cet acte-là. Le traumatique, lui, vient plus spécifiquement désigner l'aspect, selon Freud, économique. Ce qui est traumatique, c'est le défaut de par-excitation. Dans ce rapport Kevin avec sa mère, ce qui était traumatique, c'est pas la mauvaise mère, c'est pas ça le sujet, c'est celui de ne pas avoir métabolisé comme par-excitation quelque chose chez cet enfant qui se révélait. Un des ouvrages les plus célèbres en ce qui concerne le traumatique, c'est celui d'Otto Rank, 1924, le traumatisme de la naissance. Peut-être qu'il y a un traumatisme dans la division cellulaire, dans cette mémoire de la cellule, mais c'est Otto Rank qui est le premier à parler de cette séparation, cette diffusion corporelle, j'insiste, parce qu'on est d'abord un corps plutôt qu'un psychisme, et matricielle, entre la mère et cet enfant. Alors pour lui, toute angoisse névrotique ramènerait à cela, et c'est un livre qui marque la séparation de Freud avec Otto Rank, qu'importe. Le second grand théoricien, psychanalyste, c'est Ferenczi dans son livre Thalassa, 1924, comme Otto Rank, qui parlera
de cette nostalgie matricielle. Thalassa, c'est le nom de la mer. Hein. De la mer se parle au plongeur, pas de la... Et il y a un assèchement qui opère quand l'enfant vient à naître. La naissance est un désastre, dans tous les sens du terme. C'en est fini de l'infini, nous voilà plongés dans le temps. Enfin ça se figure pas chez l'enfant, mais c'est un désastre par rapport à tous ces besoins qui sont donnés déjà dans ce matriciel. Et pour Ferenczi, il faut passer par la régression. Dodo, l'enfant d'O1 qu'on entendait comme comptine, à la fin, c'est une possibilité aussi pour un enfant, même adulte, le devenant, de régresser, effectivement. Pourquoi? Pour faire retour à un point d'origine, pour ensuite renaître. C'est Ferenczi. Freud s'opposait à l'égard de cette démarche, et si Freud a ouvert sur la naissance du concept de traumatisme, c'est Ferenczi qui a mis un point d'appui. D'ailleurs, il y a un petit ouvrage qui s'appelle Les traumatismes, qui est toute une partie de chez Ferenczi. Et Ferenczi, on l'a vu ce matin avec les voies du crime, si j'ose dire, il a ouvert sur l'identification à l'agresseur, sur confusion des langues entre un adulte et un enfant, parce qu'il s'agit de ça. Si je vous amène à Fleury-Mérogis, on ouvre des cellules, non pas dans les cellules des petits Oedipe, hein, on ouvre des cellules sur les pères de la Horde, le père de la Horde primitive, ou sur des figures de Laios, c'est-à-dire le père d'Oedipe qui a eu un rapport pédophilique avec Chrysippe. Non, je garderai chez Ferenczi cette notion de séduction que Jean Laplanche avait déjà repris, c'est-à-dire c'est quoi? C'est cet objet en trop peu, pas assez, ou trop présent ou trop absent, que Ferenczi mettra en avant. Je n'ai pas la solution du film, je vous dis, c'est ce film-là, c'est vrai que la question est le malheur de la réponse, et on ne peut pas saisir là, le pourquoi exactement. Trop peu ou trop présent, hein, parce qu'on n'a jamais été dans ce sens-là. Et c'est Ferenczi qui va ouvrir ça et qui va donner à Winnicott la possibilité de repenser le traumatisme en termes de trop. Non pas d'un événement qui se produit, mais d'un non-événement. Là, ça me dit plus quelque chose par rapport à Kevin. Un non-événement qui se produit. Alors, Ferenczi va ouvrir sur cette expérience qu'il avait appelée négativante en termes de carence de l'objet primaire, généralement lié à une série de non-réponses face à des besoins affectifs parenthèse. Cette carence, on la retrouve dans l'hypocrisie professionnelle de pas mal de psychanalystes, dans cette neutralité bienveillante que l'on ne peut pas supporter dans certaines institutions. Vous faisiez allusion à la demande du sujet et à la non-demande du sujet et à l'accueil fait au regard de l'autre, si j'ose dire, de façon évincienne. C'est Ferenczi qui était le premier à dire qu'il faut savoir prendre en charge, il faut savoir y toucher aussi. Mouiller sa chemise. Pardon? Mouiller sa chemise. Mouiller sa chemise, oui. Alors, traumatisme de la naissance, Freud dit non. Le premier traumatisme, c'est pas la naissance, c'est le traumatisme de la naissance, 3 petits points, du moi. Et puis c'est toute une littérature que je vous laisse, c'est pour planter le décor. Alors, c'est vrai que l'objet naît dans la haine.
l'objet saint, l'objet autre, l'objet pas représenté, naît dans la haine, parce qu'il y a une déperdition matricielle d'une totalité, d'un infini, d'un désastre. L'objet naît dans la haine parce qu'il y a une déperdition narcissique, parce que pour jeter à l'autre ce pont, ce lien, ce lien, on a besoin de perdre un peu de soi. Tout également plus un, disait le grand Valéry, repris par Lacan. Tout également plus un. C'en est fini de tout, et dans ce rapport à un, à devenir un, eh bien, c'est l'analyse des manques, et d'ailleurs c'est souvent en psychothérapie psychanalytique, c'est ça, cette affaire-là. Alors, je garderai pour l'instant le trop d'excitation ou le pas assez d'excitation, appelons ça libidinalisation, appelons ça séduction, hein, selon les auteurs. En d'autres termes, le pas assez de stimulation réelle est cause d'un trop d'excitation psychique. Kevin nous le montre un peu, c'est pas l'explication de Kevin, mais j'utilise parce que c'est le fil rouge. Par rapport à la constitution du traumatisme, dans ses degrés différents, on ne peut pas ne pas prendre en compte le grand Winnicott, qui dans Objet transitionnel et phénomène transitionnel parlait de cet espace transitionnel nécessaire et qui, s'il n'est pas là, peut constituer un traumatisme. Alors ça, on l'a bien vu dans le film. Prenons la nouvelle parentalité telle qu'elle est, où les deux hommes, les deux femmes ont un enfant. Ça n'empêche pas l'un s'il ne peut pas donner le sein, d'aller au micro-ondes, de déposer le petit bébé et de chantonner quelque chose, qui fasse que ça part et puis ça revient, qui ouvre sur la réversibilité, vous comprenez, la réversibilité. Là, il y a quelque chose d'un peu irréversible dans cette histoire. Je ne sais pas, on ne va pas regarder le film, mais ça manque d'objet transitionnel, d'espace transitionnel, on en parlait de rêverie maternelle, et Bion et Winnicott ne s'y sont pas trompés. Il va falloir effectivement, et c'est le rôle de l'environnement maternel, Haro sur le bas des mères ou Haro sur le bas des pères, mais certainement pas Haro. Enfin, l'environnement maternel doit digérer, internaliser, incorporer, redonner à l'enfant en élément alpha, comme disait Bion, ce qui préfigurerait le travail de symbolisation, le travail de représentation. Just enough good mother, hein, la juste mère, juste suffisamment bonne, je ne vais pas vous le faire. D'où la capacité déjà à tenir un enfant de manière imaginaire, à y tenir, à le penser, même matriciellement. Et d'ailleurs, ça aurait été Winnicott qui aurait été... on aurait sonné chez lui, là, parce que là, il y a une absence de psy dommageable dans ce film. Il aurait dit que... cette défense psychotique, puisque c'en est une, voire perverse, est une réponse devant, on l'a bien dit ce matin, une angoisse fondamentale, une angoisse d'effondrement fondamental, une angoisse d'agonie primitive. Et Winnicott a listé pas mal d'angoisses qui font que quoi? Qui font que l'analyse criminologique de certains crimes dont on a parlé ce matin est liée à une tentative de survie psychique qu'on appelle le recours à l'acte,
devant une angoisse fondamentale d'effondrement psychique qui est quasi l'expérience psychotique. Je résume tout ça en une phrase pour pas déborder. Donc Winnicott, il faut absolument, de toute évidence, je me souviens avoir été en Tchétchénie en 95, en pleine guerre, pour apporter, dans une collaboration magnifique avec la psychiatrie, et j'en suis fier, des antipsychotiques à ces patients tchétchènes qui étaient coupés de tous les checkpoints russes, etc. On avait notre... alors là, le traumatisme, on y allait, hein, parce que le temps d'aller pisser, l'interprète, il sautait sur une mine, et puis l'autre était violé, enfin, et j'ai ramené des dessins d'enfants, le Squiggle de Winnicott. Alors j'avais emmené déprivation et tendance antisociale. Voilà. Déprivation et tendance antisociale. Voilà une autre figure, un autre destin du traumatisme. J'ai pas dit privation, hein. Déprivation, ça veut dire on a eu puis on a pu. Tiens, hop, Bento, où il est mon... Et alors, on a ramené un livre, c'est Dessine-moi la guerre. Winnicott, vous le gardez avec vous. Une grande référence aussi sur le traumatisme. On en a parlé ce matin, vous en avez parlé ce matin. C'est Jacques Lacan. Pourquoi? Parce qu'il donnera le nom de réel. Le réel, pas la réalité, c'est-à-dire il va définir un domaine où les représentations, les idéaux, tout le travail symbolique est réduit à néant, n'existe pas. Conventionnellement, ça ne connaît ni nom ni image. Et ça fait toujours retour à la même place. À la compulsion de répétition de la pulsion de mort qu'il a de 1920 est là, dans cette compulsion ça a un nom dans le juridique de la récidive, parce que ce dont on parle, c'est bien de la pulsion de mort. L'objet né dans la haine, on le détruit. Détruire les objets de la mère, c'est détruire ce qui dérange comme désir de chez la mère, etc. Et la compulsion de répétition est au service de cette pulsion de mort. Alors, quand la pulsion de mort trouve son objet, ça devient pulsion de destruction. C'est ça le grand problème, parce que ça pourrait ne pas. Donc, ce matin, je voulais rester sous ma couette, pour tout dire. Bon, donc, la pulsion de mort, elle a plusieurs figures. Hors de la symbolisation. Hein. Et ça ne cesse pas de s'écrire. Alors là, le réel devient synonyme de traumatisme, c'est-à-dire de ce qui est impossible à symboliser, de ce qui échappe à toute prise imaginaire. Chez Kevin, il y avait un scénario qui fonctionnait. C'est quelque chose qui fait trou dans le symbolisme. Et c'est effectivement cette notion, là j'avance sur les représentables, n'est-ce pas, de traumatisme que l'on trouve dans les noms du père, dans le séminaire de février 1974, et c'est là où il invente ce syllogisme de traumatisme qui opère vraiment, c'est comme un trou noir dans lequel on s'impose. Ce qui m'intéresse, c'est que ça peut être, ce qui m'intéresse pas à vous le dire, pas à cause de Kevin, grâce à Kevin, pardon, ça peut être le lieu d'une jouissance ineffable que le symbolique n'arrive pas à résorber. Jouissance ineffable. On reviendra là-dessus. Toujours au sujet des traumatismes irreprésentables, d'autres conceptualisations, dont une discipline remarquable actuellement, qui n'est pas la génétique, qui est l'épigénétique, qui prouve presque que la notion d'inconscient existe, c'est la transmission des caractères acquis.
mais écoutez-moi bien, pas des caractères, des représentations, n'est-ce pas? Des perceptions, des sensations. Il a été dit, et c'est bien vu, que le nom de la maman de Kevin, alors là je vais faire, pardon, rapide, que la maman de Kevin était de souche arménienne et que nécessairement dans le trauma génocidaire, quelque chose de la sensation, de la perception, du minus moins K de Bion, ça s'appelle, la perception sans représentation, soit dans un génome et passe, ou alors, il y a aussi autre chose, de traumatique en termes de non-événement et de traumatisme. Quelqu'un l'avait repéré lors de notre groupe de réflexion, c'était le rapport biseauté de la maman et de la fille, n'est-ce pas, où quelque chose est décalé, où ne se dit pas, dans ce déni-là. Alors on ne peut pas faire une analyse du traumatisme, je vais arrêter là pour passer à autre chose, sans parler des transmissions transgénérationnelles dont on a parlé, sans faire référence à l'écorce et le noyau d'Abraham et Torok, évidemment. Il y a en nous des cryptes, en termes de revenants, qui vont se convoquer, qui vont frapper à la porte. C'est la valeur du déni, c'est la valeur du non-dit, c'est le poids énorme que je mettrais dans la besace des traumatismes. Je file parce que je voudrais vous parler. C'est la psychosomatique, qui sont les effets secondaires des traumas quand on n'arrive pas à symboliser effectivement. Alors, le devenir du traumatisme dans le champ de la criminologie, ma référence, c'est Claude Ballier dans Psychanalyse des comportements sexuels violents de 96, où la violence en abîme, n'est-ce pas? Et il y a des recherches qui sont pas contradictoires. La recherche que j'ai menée à Fleury-Mérogis montrait que 60% de délinquants sexuels, criminels sexuels, ont été eux-mêmes victimes. Alors quand les associations de victimes comprendront ça aussi, et la recherche qui minore le plus ce chiffre, Cavaldini et Mallier et tout ça, c'est 35% à peu près. Enfin, tous ceux qui ont été traumatisés de cet endroit-là ne deviennent pas, et ne sont pas soumis à cette répétition. Alors pour Ballier, il n'y a pas que le père, il n'y a pas que la mère, hein. Il revient à Winnicott, il revient à l'environnement maternel, et il revient à faire la différence entre acting out, passage à l'acte et recours à l'acte, et définira la notion de recours à l'acte, celle dont je parlais il y a quelques minutes. C'est pour vous l'indiquer, vous pouvez le retrouver. D'abord, elle est marquée, ce recours à l'acte est marqué par le sceau de l'irreprésentable. Et c'est une défense devant une agonie psychique, un anéantissement psychique majeur. Alors on entend dans ces recours à l'acte ce qu'on a entendu ce matin, ou je ne sais pas ce qui m'est arrivé, ou c'est pas moi, c'est vraiment quelque chose où on passe outre, où il y a une dissolution du sujet. Alors, eh bien, ça tue, ça a valeur de crime, ça veut dire coupure. Hein, Donc, Claude Ballier nous apprend beaucoup. J'aurais pas le temps de vous faire un récit de ce violeur d'enfants, Delgado, peut-être plus tard. Non, je voudrais reprendre ce qu'on a vu hier soir, en fait, mais autrement. C'est quand le trauma se fixe. Vous voyez, la cicatrice du bras de l'enfant, par exemple, c'est une fixation corporelle, mais enfin, il y en a d'autres. Hein.
quand ce trauma crée une fascination, il y avait l'analyse politique, une fascisation, n'est-ce pas? Parce que ça vient bien de quelque part, ce fascisme. Ça peut être le lieu d'une jouissance ineffable. Et une jouissance ineffable. Alors, j'ai deux. Bon, l'exemple le plus connu, c'est celui de 1907, de l'homme au rat, n'est-ce pas, de Sigmund Freud, cette névrose obsessionnelle. C'est un véritable petit journal que Freud avait mis pour publier. C'est Marie Bonaparte qui refera la traduction et qui parlera de jouissance dans ce texte alors qu'il n'y était pas. Mais ce qui m'intéresse là, alors Freud entend un homme qui est obsédé par l'image d'un supplice chinois qui consiste à ligoter un homme et à l'asseoir sur un pot avec un rat, et le rat vrille à l'intérieur de l'homme et les deux en meurent. Là, on a le supplice, n'est-ce pas, qui peut avoir la valeur traumatique c'est quand son supérieur militaire lui raconte cette histoire-là pour l'effrayer de façon perverse, puisque c'est de façon perverse qu'on est effrayé. C'est pas anodin non plus. Eh bien, Freud va remarquer, je le lis, au moment les plus importants du récit,